Ok, donc on m'a demandé de vous parler des polypes et de vous parler de quel polype doit être adressé au centre expert, et puis en pratique, on va voir comment on peut, quels sont les éléments qui sont nécessaires, qui sont utiles pour les adresser. Donc lorsqu'on trouve un polype, il y a trois façons de le prendre en charge. Soit c'est un polype qu'on peut réséquer soi-même, soit c'est un polype qu'on souhaite adresser à un collègue, soit c'est une lésion qui doit être adressée à un confrère chirurgien. L'état des lieux actuellement, lorsqu'on a des lésions polypoïdes, c'est que lorsqu'on reprend ces quatre acteurs, le patient, le gastro-entérologue, l'expert, on va dire, et le chirurgien, c'est que dans l'étude de Jean-François Bottane qui a été menée, il y avait 20% des polypes bénins de plus de 2 cm qui étaient découverts dans le cadre du dépistage de masse, qui étaient adressés, on peut dire à tort, pour des lésions cliniques, qui étaient adressés à un confrère chirurgien avec les risques de la chirurgie que ça implique. Si on est en train de faire, Rebecca, notre interne est en train de faire un travail un peu similaire chez nous, et on voit qu'en 2012, en Haute-Vienne, il y avait 11%, enfin quasiment 12% des polypes qui étaient adressés, des polypes bénins qui étaient adressés pour une prise en charge chirurgicale. Et on voit que les choses évoluent, que l'endoscopie progresse, puisqu'en 2017, il n'y avait plus que 1% de ces polypes qui étaient adressés à un chirurgien. Et puis à l'opposé, il y a des lésions qui sont adressées au centre expert, et puis finalement, on ne relève pas d'une prise en charge endoscopique. Ce sont les lésions qui, pour des raisons carcinologiques, doivent être prises en charge chirurgicalement, et ça représente dans la littérature environ 7% des lésions qui finalement ne sont pas réséquées par le centre expert, qui sont adressées au chirurgien. Il y a des recommandations SGE qui sont très bien faites, qui permettent de bien orienter la prise en charge des polypes lorsqu'on trouve un polype. Donc vous voyez, c'est simple, on va d'abord déterminer est-ce que c'est une lésion plane, est-ce que c'est une lésion pédiculée. Si c'est une lésion pédiculée, en règle générale, il y a peu de difficultés techniques. La seule astuce, c'est que si c'est un peu gros, il faut injecter l'adrénaline dans le pied pour éviter une complication hémorragique. Mais en règle générale, c'est des lésions qu'on peut réséquer soi-même. Il n'y a pas forcément besoin d'une expertise très importante pour ces lésions-là. Ce pas des lésions compliquées. Il faut juste avoir une formation et quelques notions pour gérer éventuellement la complication hémorragique. Puis après, il y a les lésions planes de petite taille, en règle générale, ne posent pas trop de problèmes. Et puis on va arriver sur des lésions qui sont supracentrimétriques, où là, ce qui est recommandé, c'est de bien caractériser ces lésions, parce que c'est ça qui va nous permettre de mieux planifier la prise en charge et de mieux orienter les patients vers une prise en charge adaptée. Comment caractériser les lésions? Il y a Mathieu qui fait un travail qui est énorme sur le plan national, et je pense qu'il va commencer à porter ses fruits, et nous on le voit de plus en plus grâce à la classification Connect. Et il y a des éléments qui nous permettent de prédire s'il y a un risque d'infiltration profonde, un risque de dégénérescence, qui fait qu'il va falloir orienter les patients plutôt vers la chirurgie que vers l'endoscopie. Donc vous savez, je vais vous en parler rapidement, mais le premier élément, ça va être regarder le polype de façon globale, sa morphologie globale, et le classer selon Paris. On voit que déjà, on a une petite évaluation du risque carcinologique. Si j'ai une lésion ulcérée, clairement, c'est pas la même chose que si j'ai un petit polype pédiculé. Ensuite, on va regarder, si on parle des lésions planes, on va regarder son aspect en surface. Si j'ai une lésion lisse, si j'ai une lésion déprimée, là, il y a plus de risque de cancer que si j'ai une lésion qui est bien homogène. Si j'ai un macronodule, également, il y a un risque de cancer. Il faut que je fasse attention à ça. Et puis après, on va se rapprocher de la lésion, on va essayer d'analyser les glandes. Est-ce qu'il y a des irrégularités qui nous font suspecter une dégénérescence? Est-ce qu'il n'y a plus de glandes, ce qui nous fait suspecter qu'il y a une dégénérescence profonde? Et pareil pour l'analyse vasculaire, est-ce que les vaisseaux sont irréguliers? Est-ce qu'il n'y a plus de vaisseaux? Et à ce moment-là, ça doit être un signe d'alerte pour une infiltration profonde du cancer. Et donc, je vous rappelle juste rapidement cette classification qui permet de stader les lésions et également d'en planifier la prise en charge. Donc si on reprend clairement, on va voir des lésions qui sont clairement dégénérées. J'ai plus de vaisseaux, j'ai plus de glandes, j'ai une lésion ulcérée. Ça, ce sont des lésions dégénérées pour lesquelles il y a un risque ganglionnaire et pour lesquelles il faut une prise en charge chirurgicale première. Voilà un exemple d'une lésion qu'on peut classer donc Connect 3, ce sont les lésions dégénérées. Vous allez voir que c'est une lésion qui a une petite taille, qui fait environ 1 cm, elle rentre dans le capuchon de l'endoscope. Par contre, c'est une lésion pour laquelle on n'a plus de glandes. Il y a des endroits où il n'y a plus de vaisseaux. C'est une lésion qui clairement a une infiltration soit sous muqueuse en profondeur, soit c'est un T2, et donc ça doit relever d'une prise en charge chirurgicale.
À l'extrême opposé, on va avoir des lésions qui font moins de 2 cm, qui ne présentent pas de critères d'inquiétude. Et là, normalement, c'est des lésions qui sont résécables endoscopiquement par tout gastro-entérologue. Pareil, il faut avoir une formation minimale sur la technique de mucosectomie, sur la gestion des complications, mais ça ne nécessite pas forcément une prise en charge par un expert. Ensuite, on va avoir les lésions pour lesquelles on suspecte une dégénérescence, mais on suspecte une dégénérescence superficielle et pour lesquelles il va falloir une résection en marge saine, à la fois de façon latérale et de façon profonde. Ces lésions-là, effectivement, il vaut mieux les adresser au centre expert, c'est ce que recommande le SGE, soit pour faire une mucosectomie, soit pour faire une résection par technique de dissection. Il nous faut une analyse R0 de la pièce, il nous faut une résection R0 de la pièce avec une analyse des marges latérales et profondeur qui confirme le fait qu'on soit R0 et qu'on pourrait être curatif dans ces lésions pour lesquelles il va y avoir un risque d'infiltration sous muqueuse superficielle. Et puis il y a la lésion que j'ai envie d'appeler Connect 2D où on ne sait pas trop, on a un doute. Est-ce que vraiment c'est une lésion dégénérée? Est-ce qu'il y a une infiltration en profondeur? Là, je pense que le plus logique, c'est d'abord d'adresser un collègue qui, lui, éventuellement réorientera, et on sera dans les 6% et peut-être un peu moins, réorientera vers un confrère chirurgien si clairement il n'y a pas de critères, s'il y a des critères péjoratifs qui font suspecter une infiltration en profondeur, parce que l'inverse, c'est effectivement, bien évidemment, plus difficile. Après, on va se retrouver dans les lésions qui ne présentent pas forcément de critères de dégénérescence, qui sont des lésions a priori bénignes sur l'aspect endoscopique, sur la caractérisation, mais qui sont des lésions qui sont grosses, qui font plus de 4 cm, ou qui sont des lésions qui sont complexes. Les lésions complexes, c'est quoi? Donc des lésions qui sont larges, des lésions qui vont atteindre des zones qui rendent la résection plus difficile, c'est-à-dire la valvule océcale, la fossette appendiculaire, la jonction anorectale, les échecs de résection antérieure, s'il n'y a pas de soulèvement, et puis les lésions qui sont classées SMSA 4. La classification SMSA, c'est une classification qui est assez simple, qui est basée sur la taille du polype, son aspect morphologique, sa localisation et les difficultés éventuelles d'accès. Vous avez le score, on additionne tout, et puis on va pouvoir classer les patients et ça, comme ça déterminer les difficultés de résection. Et cette classification a été évaluée et elle est corrélée au fait qu'il y ait plus d'échecs de résection, au fait qu'il y ait plus de complications hémorragiques et au fait qu'il y ait plus de récidives. Ça, c'est important. Et donc, quand on a des lésions qui sont SMSA 4, il est recommandé plutôt de les adresser à un centre expert. Alors, un exemple de lésion, on peut dire complexe, c'est une lésion qui est rectale, qui infiltre, vous voyez, le canal anal. Et donc, d'emblée, ça a une difficulté pour la résection. Si on part sur une résection piscine, même si on ne voit pas de zone suspecte, on va être en difficulté, bien évidemment. Donc c'est une lésion pour laquelle on avait fait une résection, c'est une vidéo qui est un peu vieille, une résection par dissection sous muqueuse. Voilà, le résultat est une lésion qui était circonférencée, donc bien évidemment, ce sont des lésions complexes. Maintenant, on va voir la partie comment les adresser. La situation, c'est qu'on trouve un polype. On pense qu'il faut qu'il soit adressé à un centre expert où on a un doute. À ce moment-là, on le contacte. La première question qu'on se pose, c'est, on l'a vu, c'est ce que recommande le SGE, c'est quel est le risque carcinologique. Et donc ça c'est basé sur la formation, sur la classification Connect qui simplifie pas mal les choses et qui permet déjà de bien classer la lésion. Et donc il faut que chacun fasse l'effort d'analyser la lésion, d'analyser sa morphologie, son aspect vasculaire, son aspect glandulaire pour essayer de classer cette lésion. Et puis après, des fois, on peut avoir un doute. Ça peut être intéressant d'avoir des photos. L'idéal, ce serait des vidéos, c'est pas toujours évident. Vous voyez sur ces vidéos-là, par exemple, on a une lésion qui est déprimée, qui peut prendre un aspect inquiétant. Par contre, lorsqu'on se rapproche, vous allez voir que finalement, il y a des glandes. C'est une lésion qui n'est pas si inquiétante que ça et pour laquelle on peut envisager une résection endoscopique. Donc c'est intéressant d'avoir des images de près, de loin, en lumière blanche, en coloration virtuelle, parce que des fois, sur une photo, c'est pas évident de se faire une idée sur le caractère résécable de la lésion. Après, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les difficultés techniques. La première, c'est la taille. La taille, c'est hyper difficile d'évaluer la taille de ces lésions coliques. Parfois, on a juste la partie immergée de l'iceberg, on voit le pli, on voit une lésion qui est sur un pli. En fait, ce qu'on ne voit pas forcément, ou ce qu'on ne recherche pas forcément, c'est est-ce que c'est un filtre derrière. On ne se rend pas compte, mais un pli, finalement, c'est assez large. Derrière, il peut y avoir des centimètres et des centimètres de lésion. Et c'est important la taille, pourquoi? Parce que la taille, elle est directement corrélée au temps qu'on va passer sur la lésion. Et donc ça, c'est important pour bien
planifier une prise en charge de bloc adaptée aux patients. La taille, c'est vraiment un critère important. Même si c'est pas évident, l'astuce qui permet probablement plus facilement de lever la taille, c'est de prendre une danse, de l'ouvrir et de voir un petit peu quel est le rapport entre la lésion et l'os. L'autre critère important, ça va être la localisation. Et on l'a vu, est-ce que ça atteint l'appendice, est-ce que ça atteint le léon, est-ce que ça atteint l'anus, est-ce qu'il y a des diverticules, est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche, pour un peu également prédire les difficultés attendues, le temps passé sur la lésion. Autre chose très importante lorsqu'on parle de résection colique, ça va être les difficultés d'accès, notamment les difficultés de la coloscopie. Clairement, c'est un autre critère qui est très important et qui complique beaucoup la situation et qui fait perdre beaucoup de temps, c'est si la coloscopie est difficile. Et donc ça, c'est un critère important. Nous, ça va nous faire dire, ok, on va utiliser plutôt tel type de matériel, plutôt un appareil qui nous permette de prévenir les boucles, plutôt un appareil de grande taille, plutôt un coloscope pédiatrique, en fonction des difficultés attendues. Et puis, l'autre chose importante, c'est est-ce qu'il y a eu un geste sur la lésion? Est-ce qu'il y a un risque de fibrose? Le mieux, c'est d'éviter l'injection et les biopsies. Effectivement, lorsqu'on injecte la lésion, eh bien, ça va induire de la fibrose. Lorsqu'on fait une résection, on passe dans la sous-muqueuse. Si la sous-muqueuse est fibreuse, eh bien, elle va perdre de son épaisseur, on va avoir plus de difficultés de résection. Les biopsies, c'est un peu le même phénomène, mais ça, c'est pas gravissime. Le plus difficile, c'est surtout s'il y a une résection antérieure. Ça peut arriver. Mais alors là, lorsqu'on résecte la lésion, on va réséquer la sous-muqueuse qui est en dessous, et là, on n'aura plus d'espace pour faire la résection. C'est-à-dire que le muscle va être directement collé à la muqueuse, à la lésion par de la fibrose, et là ça complique grandement la situation, ça c'est également important qu'on le sache. Le tatouage, on en parlera après, mais le tatouage et le clip, si on les met en place, il faut les mettre bien évidemment à distance de la lésion. Si on met un clip sur la lésion, sur le bord de la lésion, et bien à ce moment-là, pareil, ça va fusionner les couches et ça va compliquer la situation pour pas grand-chose. Et le tatouage, on préfère qu'il soit évité, vous allez voir pourquoi, parce qu'il peut s'infiltrer et favoriser également de la fibrose. Là, je vous montre un cas idéal, un cas de lésion colique, où il n'y a pas du tout de fibrose. Vous voyez qu'il y a un espace, la sous-muqueuse là, qui est en bleu et très, très importante. Il y a un espace qui nous permet de travailler très facilement, de façon sécuritaire, de façon rapide. Et puis ça, c'est le cas extrême inverse, c'est une lésion qui est extrêmement fibreuse, sur un côlon radique. Et vous voyez que là, c'est beaucoup moins évident, on voit beaucoup moins l'espace sous-muqueux, on est gêné, même si on a mis un clip en traction pour essayer d'augmenter l'espace, vous voyez qu'on a déjà contacté un petit peu le muscle, on a du mal à injecter et on n'arrive pas à passer. Donc ça, c'est ça qu'induit la fibrose sur les lésions et c'est ça qu'on préfère éviter. On préfère être bien évidemment dans la première situation, dans la deuxième, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde et puis c'est beaucoup plus sécuritaire pour le patient. Voilà ce que donne le tatouage lorsqu'il est dans la lésion. Lorsqu'il est dans la lésion, il est dans la sous-muqueuse, le tatouage, et quand il est dans la sous-muqueuse, on ne voit plus la sous-muqueuse, on ne voit plus l'espace, on ne voit plus cet aspect bleuté qu'on voyait très bien sur la première lésion. À la place, on a du noir et de la fibrose, qui est peut-être un peu sous-muqueuse. Et là, vous imaginez bien que c'est beaucoup plus difficile de progresser. On a du mal à voir où est le muscle, on a du mal à voir où est la lésion, on a du mal à voir où est la sous-muqueuse. Et puis le dernier message, c'est que souvent on dit qu'il ne faut pas faire de biopsie parce que ça induit de la fibrose. Ça induit probablement un peu de fibrose, mais ça induit beaucoup moins de fibrose que si on fait une résection, c'est pas gravissime. Par contre, bien évidemment que si on trouve une lésion qui a un aspect un peu bizarre, comme celle-là, on ne sait pas trop ce que c'est, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de biopsie, mais ça induit un peu de fibrose. Ça, c'était un mélanome qu'on nous a adressé pour une résection sans biopsie. Du coup, on était un petit peu embêté pour la résection, bien évidemment, parce qu'on n'est pas à la patte. On a trouvé ça un peu bizarre et sur une biopsie, c'est un mélanome. On a perdu un peu de temps. Et puis la dernière chose, c'est l'information aux patients, parce que tout le monde ne connaît pas forcément les résultats de la dissection. La dissection, effectivement, dans l'imaginaire, c'est une technique qui est risquée parce que ça induit des perforations, et que les résultats, ça c'est chez nous, mais c'est concordant avec la littérature, c'est environ 5% de perforation. Les perforations, vous voyez sur l'image, c'est des perforations qui sont de petite taille, qui sont assez faciles à fermer avec des clips standards, et pour lesquels on n'a eu que 0,5% de chirurgie secondaire. Les complications hémorragiques sont significatives en patient, elles sont de 5%, elles sont la limite du geste, comme toute résection, et surtout des résections larges, et puis elles vont être un peu à distance, à la chute d'escar, à la reprise sensible des anticoagulants. Donc ça, on essaie d'informer un maximum les patients, mais il faut qu'ils soient bien au courant, qu'il faut qu'ils reviennent s'ils voient du son, que c'est pas normal. Et puis ces risques-là, mais ils sont inférieurs, bien évidemment, au geste chirurgical, et c'est mettre tout le monde en difficulté, les patients, le chirurgien,
d'adresser un patient à une chirurgie alors qu'elle n'est pas nécessaire, c'est prendre un risque qui n'est pas nécessaire. Donc en synthèse, lorsqu'on se trouve une lésion polypoïde, la première chose c'est la caractérisation. Là, soit la situation est claire, c'est une lésion dégénérée, connecte 3, il n'y a pas de résection endoscopique possible, ou il y a une contre-indication du fait du risque ganglionnaire, je l'adresse directement au chirurgien. Si j'ai un doute, si c'est une lésion qui a un aspect plutôt d'infiltration superficielle, à ce moment-là, je l'adresse à un collègue qui a plus d'expertise, qui a plus de possibilités de résection de façon monobloc de ces lésions-là, et éventuellement, je vais réadresser au chirurgien si c'est pas résécable. Et pour les lésions de grande taille, de lésions complexes, pareil, je l'adresse à un confrère avec les informations qui sont importantes, ce sont les images, le mieux les vidéos, ne pas oublier la coloration virtuelle, les images de loin, de près, pour avoir à la fois l'aspect morphologique de la classification de Koenig, mais aussi l'aspect glandulaire, l'aspect vasculaire, qui peut nous manquer parfois. La taille est importante, la localisation, quelles vont être les difficultés qu'on va avoir, soit d'accès, est-ce qu'il y a un geste préalable qui risque de compliquer la procédure et qui permet d'anticiper à la fois sur le plan et à la fois sur le matériel qu'on va utiliser.